Pour les gens qui osent dire que les films de Anderson sont mieux que ça, vaut mieux arrêter la vidéo tout de suite parce qu'on va pas être d'accord. Bonjour à tous, il va être question de Resident Evil Welcome to Raccoon City, réalisé par Johannes Roberts. L'histoire se passe en 1998, Claire Redfield décide de retourner voir son frère Chris dans la ville de son enfance, Raccoon City, devenu un endroit à l'agonie depuis la délocalisation du siège de la société pharmaceutique Umbrella Corporation. Cependant, dès son arrivée, les habitants commencent à se transformer en monstres sanguinaires et les réponses à ce mal qui semblerait être également lié à Umbrella pourraient être trouvées au manoir Spencer. Les survivants vont devoir travailler ensemble pour survivre des nombreuses créatures terrifiantes qu'ils vont rencontrer, mais surtout quitter l'endroit avant l'aube et la destruction totale de la ville. Reboot d'une franchise qui en avait bien besoin après les nanars de Paul W.S. Anderson qui s'éloignaient beaucoup, mais alors beaucoup de son matériau d'origine. Resident Evil est de retour, cette fois sous la houlette de Johannes Roberts, à qui l'on doit les sympathiques 47 Meters Down et The Strangers Pray at Night, pour donner espoir aux fans de revenir aux origines de l'horreur. Virage à 180 degrés avec une volonté d'adapter les deux premiers jeux qui se déroulaient à peu près à quelques mois d'intervalle, le manoir dans le premier et la ville de Raccoon City dans le second, pour un résultat qui, si le rêve d'avoir une adaptation digne de ce nom n'est pas le gros point fort du film, on assiste à une bonne tranche de série B qui devrait ravir les aficionados de la première heure. Car s'il y a des choses à dire sur certaines idées de réal et son choix de casting qui va en faire friser plus d'un, Johannes Roberts délivre une vraie sincérité, une vraie passion pour le jeu, voulant faire plaisir aux fans en leur donnant ce qu'ils veulent, à savoir des zombies, la base quand même, du gore et surtout une bonne dose de fanservice totalement assumée. Débordé de références au jeu quasi de tous les côtés, tout en réunissant les 4 personnages iconiques de la licence, Chris et Claire Redfield, Jill Valentine et Léon S. Kennedy, sans oublier Albert Wesker, le bad guy de service, ici plutôt dans un autre deux, même si servant quand même ses propres intérêts, voulant se démarquer de Paul W.S. Anderson à qui les derniers épisodes ne ressemblaient vraiment à plus grand chose de Resident Evil, n'étant que des délires nanardesques copiant le style de certains cinéastes comme les Wachowski ou encore James Cameron, mais avec 15 ans de retard. Johannes Roberts, quant à lui, est un amoureux de l'horreur, en particulier John Carpenter, mais surtout c'est quelqu'un qui a été bercé à Resident Evil et qui a pas voulu faire n'importe quoi. Et même si le script peut paraître brouillon, adapter les deux premiers jeux en 1h50 c'est quand même assez compliqué, le réalisateur arrive à filmer avec élégance les moments forts qui ont fait la réputation de la licence, permettant de mieux servir les enjeux du récit. Certes, à côté il y a des choses assez débiles que j'ai du mal à m'expliquer, genre par exemple l'ouverture où t'as Claire qui est dans un camion, donc voilà, le chauffeur il tape la discute et il renverse quelqu'un, donc ils sortent, t'as fait une connerie, il faut qu'on aille à l'hôpital, lui non je veux pas de problème et tout ça, on la laisse et on se casse, et pendant qu'ils sont en train de taper la discute, t'as la personne qui commence à ressusciter, et plutôt que les attaquer, parce que je me dis c'est un zombie, elle a envie de bouffer des gens, non, elle se casse, elle se dirige vers la forêt, et d'un coup voilà, il s'engueule, il se retourne, fait mais elle est où? Voilà. Et à un moment, tu as une sorte de zoom où tu la vois vaguement dans le noir et tu fais mais... Elle se réveille, je veux bien peut-être que c'est que le virus n'agit pas encore, mais je veux dire, elle s'est réveillée, elle s'est devenue un zombie. Logiquement, elle devrait attaquer les gens. Non. Voilà, donc il y a des trucs comme ça, c'est un peu bizarre. Genre par exemple aussi, t'as Léon qui est à l'accueil du commissariat, il est en train d'écouter de la musique, donc il n'entend pas du tout ce qu'il y a autour de lui. T'as un accident, t'as des zombies qui commencent à venir et t'en as un qui est en feu, il se fait déglinguer par son chef, genre il n'entend pas, je sais pas, il voit pas, il se dit tiens ça sent la fumée, ou il y a une grosse explosion, il y a un camion qui va se cracher, bon ok, c'est con. Ou encore vers la fin, où donc ils doivent se dépêcher de quitter la ville, et t'as une sorte de plan d'ensemble où tu vois une vache qui est en train de brouter l'herbe, tu vois les missiles qui sortent et qui vont exploser la ville de Raccoon City, tu vois la vache qui fait... En plus, le plan, il est assez moche. Mais à côté de ça, le bestiaire est présent. Les zombies, bien sûr, mais également les liqueurs, les chiens zombies, les corbeaux ou encore le personnage de William Birkin, qui, en s'occulant le virus G, devient une créature hideuse avec un gros bras et un œil géant. Je crois que c'est le big boss de Resident Evil 2. Je dis peut-être une connerie, corrigez-moi si j'ai tort. Ne voulant pas abuser d'excès de monstres, ceci permet de renforcer l'impact de leur apparition. Le chien qui mord son maître, donc qui était le chauffeur du camion, et il se transforme en zombie, et t'as le camion donc qui se renverse en flammes devant le commissariat. Je crois que c'est l'une des scènes cultes du début de Resident Evil 2. Premier vrai zombie qu'on voit, où t'as Claire qui s'explique un petit peu avec Chris, et donc lui il doit partir travailler, et t'as la voisine
t'as l'impression qu'elle a perdu ses cheveux, son fils aussi il a une tête bizarre, il commence à attaquer Claire, donc il rentre dans la maison, il y a une grosse attaque. Sans oublier la scène culte du premier Resident Evil dans le manoir où tu vois le premier zombie en train de bouffer un des membres des Stars. Johannes Roberts réussit à créer une ambiance poisseuse par instant, évitant les jumpscares faciles pour créer un crescendo de suspense bien travaillé. Bon, il y en a bien sûr, genre la scène où t'as Chris qui n'a plus de lumière et donc du coup en fait pour se repérer il utilise un briquet et t'as des zombies qui essaient de l'attaquer de tous les côtés. Bon déjà ça montre son impact physique mais j'aime beaucoup le travail du montage et ça montre aussi un petit peu le sadisme des mangeurs de chair qui t'attaquent quand tu t'y attends pas. Le travail de lumière aussi apporte un vrai plus lors des scènes de tension. Maintenant venons-en au gros problème du film qui pour moi n'en est pas vraiment un ou en tout cas ne m'a pas dérangé plus que ça. Le fanservice. On a des easter eggs qui se promènent un petit peu dans le long métrage, que ce soit le plan de la poignée de porte, la scène où Lisa Trevor donne les clés à Claire, ou encore le lance-roquette pour le combat contre le boss final, ou encore la scène du piano où en fait Albert Wesker, donc il travaille pour une agence, c'est un agent double, et il a une sorte d'appareil qui lui permet un petit peu de... En gros il doit chercher quelque chose dans les sous-sols du manoir. Donc en gros c'est le virus, je pense que c'est pour faire des expériences, bref, vous avez compris. Et à un moment il est dans une salle où tu as un piano. Donc pour ceux qui ont joué au premier film, tu dois faire une certaine manipulation et tu as un passage secret qui s'ouvre. C'est le moment où tu as l'hélicoptère qui se crache dans le manoir. Choisir la temporalité de caser tout en une seule nuit condense un côté confiné où il n'y a aucune échappatoire aux horreurs de Umbrella qui se déversent dans la ville. Il y a un côté très années 90 mais en même temps accentué par une esthétique très 80s. Le jeu sur les focales, les zooms, voire un plan séquence assez intense où tu as le commissaire donc qui veut quitter la ville et il se retrouve à l'entrée et tu as les soldats de Umbrella qui bloquent le passage et en fait ils tuent tout le monde. Voilà, ceux qui essaient de passer ils sont butés. Donc du coup il est obligé de faire demi-tour et en fait la caméra est à l'intérieur et il voit sa détresse, ce qui se passe derrière lui et à l'avance. C'est plutôt bien fait. Bien sûr, en termes d'ingéniosité sur les plans séquences, ce n'est pas James Wan ou Alfonso Cuarón, mais l'idée permet d'être immersif pour le spectateur. Ça marche pas toujours, le budget étant de 40 millions de dollars, les effets spéciaux ne sont pas toujours à la hauteur, notamment dans son dernier acte. Et je pense qu'utiliser des animatroniques aurait pu apporter un plus, mais bon, tant pis. Mais au moins, ce reboot ne va pas dans la surenchère pyrotechnique des blockbusters actuels. Il pose son cadre, sa narration, développe ses personnages et joue sur l'unicité des monstres. Ne pas montrer 10 000 chiens zombies, mais en montrer qu'un seul qui va servir à quelque chose. Ne pas montrer 10 liqueurs, mais en montrer qu'un seul, notamment dans une scène assez réussie à l'orphelinat. Ce choix permet d'établir une réelle connexion entre le public et le bestiaire. Si le physique des personnages n'est pas toujours respecté, leurs traits de caractère donnent une vraie épaisseur dans leurs agissements. Chris, l'archétype du héros bodybuilder, sa sœur Claire qui essaie de mettre en avant les agissements de Umbrella et les mettre devant leurs responsabilités. Jill Valentine est une femme forte au tempérament assez tête brûlée. Albert Wesker est un cas à part parce qu'on sait dès le début qu'il va trahir ses collègues, mais il n'est pas non plus le traître vicieux du premier jeu qui n'était pas du tout crédible. Et il y a Leon S. Kennedy où l'acteur ressemble plus à Carlos Oliveira et qui semble totalement à West pendant la bonne moitié, mais au moins pendant la deuxième moitié il commence à prendre sur lui, à être un peu plus en confiance et à être vraiment badass. Le film se fout d'ailleurs aussi de sa gueule avec la coupe de cheveux parce qu'elle ressemble pas du tout à celui des jeux et où t'as le chef qui est en train de faire un débrief et il voit Léon et il lui dit mais qui se fout ici là, retourne à l'accueil et coupe-toi les cheveux. Je suis sûr que s'il y a des suites, parce qu'elles sont prévues, si on revoit Léon, je pense qu'il aura pas du tout la même coupe de cheveux. Maintenant, il y a des trucs que je regrette, genre le choix bizarre de ne pas avoir mis Barry Burton. Ça aurait pu accentuer un côté, un registre musclé avec Chris par exemple. Bon voilà, il y a des libertés qui sont prises, mais malgré tout, le noyau est bel et bien là. On a l'impression d'assister à un fan film, et vous savez quoi? Je m'en fous. Parce que vous vous souvenez un petit peu des adaptations de jeux vidéo des années 90-2000? Je veux dire que ce soit Super Mario Bros, Street Fighter, Double Dragon, les premiers Resident Evil, Doom, enfin c'était des catastrophes les gars. Je veux bien, il y a la notion de plaisir coupable, mais moi ça me suffit pas. C'est avec des trucs comme ça que on était là, ouais, il y a une grosse communauté qui était là, non le jeu vidéo c'est pas pris au sérieux. Déjà il y a aussi des gens qui trouvent que le jeu vidéo ce n'est pas un art, pour moi c'en est un. Et là du coup on tombe quand même sur un film fait par des vrais passionnés qui ont grandi avec le jeu. Moi j'en ai marre de voir des massacres d'adaptations de jeux vidéo. On a vu des adaptations de romans, des adaptations de comics qui ont été des réussites. Je pense que le média jeu vidéo ludique lié au 7e art, donc au cinéma, je pense qu'il peut avoir une concordance. Je pense que les deux peuvent
cohabiter. D'ailleurs on le voit, moi personnellement je trouve que ces dernières années on a quand même eu certains films qui ne sont pas dégueulasses. Moi j'avais bien aimé Warcraft, j'ai pas détesté Assassin's Creed. Tu sens quand même qu'il y avait des réalisateurs derrière qui connaissaient l'univers, qui maîtrisaient leur truc. Ils ont pas voulu faire n'importe quoi. C'est dommage parce que ça n'a pas donné de suite, ça aurait pu permettre un petit peu de développer l'univers, mais tu sentais que comparé il y a 20 ans, il y a du mieux quand même. Le jeu vidéo a aussi droit à ce qu'on le respecte un petit peu. Et puis déjà de toute façon les jeux Resident Evil, c'est des jeux de zombies, donc déjà c'est pas destiné à tout le monde. Et je suis désolé, je veux voir un film des fois qui fait plaisir aux fans. Une bonne série B. Je veux dire, moi je regardais il y a pas longtemps, j'étais tombé sur Commando avec Schwarzenegger. Tu vois Schwarzenegger qui défonce tout le monde à la fin au bazooka, bref. Et voilà, comme je parlais avant de l'esprit années 80, ça on l'acceptait il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a une bonne série B, on veut plus voir ça. Alors que moi, revoir de temps en temps des petites séries B un petit peu fauchées, enfin 40 millions, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus le budget de Dune. Et des fois qui se lâche, qui des fois il est un petit peu con, mais au moins ça assume son délire. J'aimerais revoir de temps en temps un peu plus ça au cinéma. Un parfum de nostalgie sort du film avec une vraie mentalité old school. Toutes les branches de la série B se dégagent et le réalisateur s'en amuse. De La Nuit des Fous Vivants à Assaut en passant par Cujo, Johannes Roberts connaît ses classiques et connaît la grammaire cinématographique pour mettre en avant ses gimmicks. Comme j'ai dit, on n'a pas un grand réalisateur derrière la caméra, mais on a une œuvre sincère qui pète pas plus haut que son cul. Le film, il a jamais eu la prétention d'être autre chose et qui, malgré un cahier des charges un petit peu nécessaire pour développer des suites, scène post-générique avec un personnage assez connu qui sera présent, et il y a aussi une volonté de développer des récits de Resident Evil 4 et de Code Veronica, deux jeux assez appréciés par la communauté, donc j'essaie de rester optimiste, on va dire. Maintenant, pour ça, va falloir un peu plus d'ambition parce que tu as posé des bases solides, mais quand même assez fragiles. Va falloir par la suite se transcender en termes de mise en scène pour pas finir en pétard mouillé. En conclusion, Resident Evil Welcome to Raccoon City embrasse littéralement son style B horrifique, compensé disparu pour revenir aux origines du mal. Si les dernières itérations de la licence ont quelque peu tourné le dos à la figure du zombie, ce reboot retrouve cette portée symbolique pour recomposer avec lui toute une mythologie et ce baissière qui l'accompagne pour que le fan soit en terre inconnue. Alors oui, tous les acteurs ne sont pas au top et certains effets spéciaux sont hideux, mais il y a ce côté artisanal, fabriqué à l'arrache qui moi me plaît et qui est en totale cohérence avec la mentalité du cinéma de genre. Pas la meilleure adaptation de jeux vidéo, mais un pas de plus qui fait qu'on peut garder de l'espoir pour la suite. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.